Alors, on va aborder à présent la dimension géoéconomique de l'Indo-Pacifique, carrefour, on l'a dit maintes fois depuis l'ouverture de ce forum, d'enjeux stratégiques entre grandes puissances. Alors, quelles sont les tendances justement du monde de demain et surtout quel en sera l'impact pour l'Asie? C'est ce que nous allons évoquer avec notre prochain keynote speaker, Monsieur Thierry Apothécaire, président de TAC Economics, société française qu'il a lui-même créée, société de recherche et d'analyse économique et financière. Le risque pays est son domaine d'expertise, vous le savez très certainement. Et M. Apothécaire a remarqué que 5 changements réels ont impacté le monde. Et il va nous expliquer à l'instant et sur 40 minutes, justement, comment ces 5 changements impactent et affectent l'Asie. Voilà, je lui laisse la parole, M. Apothécaire. Merci de venir sur scène. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente des conseillers du commerce extérieur, chers Pierre Arnaud, Michel et Vivien, merci de cette invitation à partager avec vous quelques-unes de nos analyses sur les transformations qui agitent le monde. Je dois vous dire que c'est un très grand privilège pour moi de pouvoir avoir cette opportunité d'échanger quelques idées sur ce que j'appelle ces changements tectoniques, c'est-à-dire ces transformations qui vont affecter toutes les activités économiques, toutes les activités de production, toutes les activités d'échange dans le monde et dans cette région. Alors, c'est un très grand privilège, mais c'est en même temps un très grand défi. Alors, c'est un défi non seulement parce qu'il est 14 heures et que c'est après le déjeuner, et puis aussi parce que comme tout économiste qui se respecte, je vais vous bombarder de chiffres et de graphiques, donc c'est un peu challenging, pour moi d'ailleurs comme pour vous. C'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites déjà, et la table ronde de ce matin sur la géopolitique a déjà dessiné en quelque sorte au moins une de ces transformations majeures qui affectent l'Asie. Et puis, c'est un challenge parce que même 40 minutes au lieu de 35 pour décrire ces 5 changements avec ce que ça veut dire sur la demande en Asie, c'est pas facile, ce qui veut dire que je vais forcément être contraint à la fois à des simplifications, à des généralisations, donc j'entends déjà les uns et les autres, ah non mais moi, dans mon pays, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc je vais essayer, mon objectif évidemment, c'est pas de couvrir les impacts sur l'ensemble de chacun des pays d'Asie, de chacune de ces 5 transformations tectoniques, mais c'est plutôt d'essayer de clarifier les clés de lecture, c'est-à-dire comment on les analyse, comment on les rassemble, comment on les combine, et puis surtout d'essayer de traduire ça en impact sur la demande, c'est-à-dire au fond sur la demande qui va vous être adressée à vous, entreprise, dans cette région du monde, dans l'Asie, et je vais l'illustrer avec des éléments donc, de chiffres ou de graphiques qui permettent à la fois de regarder les éléments communs à l'ensemble de la région, mais également de mettre en lumière les principales différences qui existent au sein même de l'ensemble Asie-Pacifique. Alors, la première de ces transformations tectoniques qui a déjà été évoquée, c'est évidemment le changement climatique. Ça a été répété plusieurs fois ce matin, la région est extraordinairement sensible au changement climatique, extrêmement vulnérable, et donc ça va avoir des implications sur la nature de la demande. On a vu les événements récents, en Europe bien sûr, mais également ici, entre les sécheresses, les inondations, les catastrophes naturelles. On voit bien que ces éléments-là créent des destructions d'actifs, des demandes supplémentaires, et donc ça va impacter l'ensemble de la région. Le deuxième, là aussi, qu'on a déjà beaucoup développé, c'est la géopolitique, les tensions, la tension durable entre la Chine et les États-Unis. J'insiste une seconde sur le mot durable pour simplement exprimer que, bien sûr, la forme de la relation sino-américaine dépend des dirigeants politiques à la fois en Chine et aux États-Unis. Mais elle les transcende, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une logique historique de longue période dans lesquelles la Chine revendique, au fond, une place prééminente dans l'organisation du monde et que les États-Unis ne sont pas prêts, évidemment, à abandonner cette position de prééminence. Donc ça veut dire tension permanente et l'émergence de ce qu'on appelle, nous, des puissances régionales, typiquement l'Inde, mais on peut dire aussi le Japon,
qui, dans cet espace de tension sino-américaine, ont une possibilité, une marge de manœuvre, à la fois pour jouer des uns et des autres, et pour exercer leur propre influence dans la région. Le troisième élément qu'on appelle par référence à cet économiste autrichien Schumpeter, les révolutions schumpeteriennes, c'est-à-dire une vague d'innovation, et là encore ça a été présenté, j'ai écouté avec un intérêt particulier l'intervention du président de Capgemini hier, hein, notamment ses remarques sur l'intelligence artificielle, sur la digitalisation. On voit bien que nous sommes aujourd'hui dans une phase historique particulière d'innovation dite disruptive. Et donc, bien sûr, ça va affecter cette région comme toutes les autres, mais ici avec des caractéristiques particulières. La quatrième, alors, pardon s'il y a encore des représentants du Trésor français ici, mais je crois qu'il faut que nous réalisions tous que ce qu'on appelle le paradigme de politique économique, c'est-à-dire au fond les grands principes de politique économique poursuivis par la plupart des pays, qu'elles soient d'économie mature ou d'économie émergente, depuis en gros les années 80, ce paradigme est mort. C'est un paradigme qui s'appuyait sur la neutralité monétaire, l'orthodoxie budgétaire et les règles de marché. Ces trois règles-là n'existent plus. Et donc, bien sûr, l'incertitude que ceci crée pour les conduites de politique économique partout dans le monde constitue également une de ces forces tectoniques qui va créer, encore une fois, des ruptures sur le type de demande, les modalités avec lesquelles cette demande va s'exercer. Et puis, dernier, qui a également été évoqué plusieurs fois dans les interventions précédentes de ce colloque, c'est la démographie, où on a un processus de vieillissement, différencié, on y reviendra dans quelques minutes, mais un processus de vieillissement qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Et donc forcément des conséquences sur la demande qui sont considérables. Un point, trois remarques un peu complémentaires. Alors ces changements donc, que j'appelle tectoniques, chacun d'entre eux pris isolément, ont la capacité de créer des ruptures majeures dans vos processus, qu'ils soient de production ou d'échange. Et donc, lorsque les 5 arrivent en même temps, ça crée cette espèce de situation extrêmement disruptive, encore une fois, sur la demande, sur la production, sur les échanges. Et 4 des 5, c'est-à-dire, sauf la démographie, ce sont des transformations qui créent, alors on a créé ce petit acronyme dans notre jargon, Expected but Unpredictable Events. Alors en français, des AMI, c'est-à-dire des événements attendus mais imprévisibles, c'est-à-dire des événements sur lesquels nous savons qu'ils vont se produire. Nous avons une logique de causalité, de cause et d'effet, qui nous disent de façon extrêmement convaincante que oui, le changement climatique va avoir des impacts. Oui, la géopolitique va avoir un impact. Mais quand, comment, quelle géographie, quelle modalité, nous ne le savons pas et nous n'avons pas les techniques ou la capacité d'observation historique répétée qui nous permettraient au fond de préciser des calendriers, de préciser des modalités avec lesquelles ces changements ou ces chocs vont intervenir. Donc nous sommes obligés, et vous êtes obligés, de réfléchir différemment à la question du risque, puisque le risque sur vos activités et les opportunités, j'y viens dans une minute, que représentent ces 5 ruptures tectoniques, elles sont pour l'essentiel imprévisibles, même si nous savons qu'elles vont toutes arriver. La deuxième chose, c'est que ces ruptures sont interdépendantes. On comprend bien, par exemple, que les besoins budgétaires que crée le changement géopolitique, les besoins budgétaires que crée le changement climatique, vont avoir des conséquences sur le nouveau paradigme de politique économique. Si quelqu'un dans la salle a la recette pour savoir comment on passe de 120% de dette publique à quelque chose qui ressemblerait aux critères de Maastricht, dans un contexte dans lequel les demandes pour les dépenses publiques vont se multiplier, qu'il lève la main et on l'écoutera avec grand intérêt. Donc, l'interdépendance et le côté auto-renforçant de ces chocs est évidemment quelque chose que nous devons avoir en tête. La géopolitique et le climat, on voit bien aujourd'hui les demandes du Sud global pour un financement du Nord. Et puis, dernier point, sans doute le plus important pour vous, c'est que ces ruptures et donc les risques
que ces ruptures impliquent n'effacent pas les risques traditionnels. Vous avez toujours des risques de change, vous avez toujours des risques sur l'activité, vous avez toujours des risques souverains, vous avez toujours des risques sur les paiements qui vous êtes faits, soit par vos clients, soit de fournitures par vos fournisseurs. Donc ils ne se substituent pas du tout aux risques précédents, ils ajoutent en quelque sorte une nouvelle dimension aux risques que vous, entrepreneurs, prenez lorsque vous opérez dans cette zone, comme d'ailleurs partout. Mais en même temps, et c'est surtout ce en même temps qui est clé, chacune de ces disruptions crée des nouvelles demandes. Chacun de ces chocs crée des champs nouveaux d'intervention, des demandes nouvelles pour des services, pour des produits, pour des prestations qui seront de nature différente de celles que nous avons connues dans les 20 dernières années, mais qui vont émerger avec une rapidité que nous soupçonnons à peine, compte tenu, encore une fois, de la convergence de ces 5 ruptures majeures. Donc, je vais essayer rapidement de les passer en revue, les unes derrière les autres, avec à la fois quelques éléments d'analyse qualitative et puis un ou deux graphiques, un peu comme teaser, en quelque sorte, comme appât, pour inviter éventuellement à des questions ou à des challenges, évidemment. Alors, le premier, sur le changement climatique, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'enjeu et les questions qui se posent. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on a, et je crois que c'est très important d'avoir bien en tête la différence entre les deux types de risques que le changement climatique amène, ce qu'on appelle les risques chroniques, c'est-à-dire les risques de dégradation progressive des conditions dans lesquelles nous opérons, hausse des températures, hausse des niveaux de la mer. Donc, on a ces changements-là, ils sont en quelque sorte plus prévisibles, on a des calendriers, on sait à peu près, avec beaucoup d'incertitudes, mais on sait à peu près. Et ces changements chroniques ont des implications très fortes pour vos opérations. On comprend bien que si la température moyenne dépasse 45 degrés pendant plus d'un mois, vous ne pouvez plus avoir de collaborateurs qui viennent travailler, vous avez des tas de systèmes industriels qui ne fonctionnent plus, des systèmes de transport qui ne fonctionnent plus. Et si vous avez des élévations de niveau de la mer, bien entendu, vous avez tous les problèmes que ça crée en termes d'inondation, de destruction d'actifs, etc. Donc beaucoup d'implications à la fois sur les conditions de vie, bien sûr, les tragédies humaines que ça peut créer, mais également sur le transport, sur la façon dont fonctionnent au quotidien les entreprises. Et il faut évidemment différencier en termes d'impact ces changements chroniques de la probabilité très élevée d'avoir à la fois une fréquence plus élevée et une intensité plus élevée des événements extrêmes. Donc on va avoir des cyclones plus violents. Je rappelle par exemple que la puissance d'un cyclone, c'est le cube de la vitesse des vents. C'est-à-dire si vous passez de 100 à 130 km/h, vous n'augmentez pas de 30% le choc, vous l'augmentez de 90%. Donc, les chocs, donc l'intensité plus forte de chocs plus fréquents, ça crée évidemment des destructions d'actifs majeurs, des situations humanitaires extrêmement graves, extrêmement dramatiques, et ça a également des conséquences sur les budgets, sur la reconstruction, sur les infrastructures. Donc deux types de risques associés au changement climatique, et puis, comme vous le voyez ici, des incertitudes extrêmement fortes sur la façon dont collectivement nous allons gérer ces risques ou ces défis. Et je crois qu'on peut tous reconnaître que le changement climatique est un phénomène global et qu'il est assez peu probable qu'on ait de réponses satisfaisantes sans réponse globale. Ce qui veut dire évidemment que ça requiert un processus coopératif entre les principales nations du monde, processus coopératif dont je ne suis pas tout à fait sûr aujourd'hui qu'il se mette en marche, en particulier, pour reprendre une remarque qui a été faite ce matin en géopolitique, après l'élection de Donald Trump et la montée, si je puis dire, au sein du gouvernement américain de climato-sceptiques, donc pour lequel l'ensemble des engagements coopératifs n'ont pas de sens. Et puis, les gouvernements, et donc nous allons nous trouver devant un besoin d'arbitrage qui va être de plus en plus douloureux dans la réponse que nous apportons collectivement à ce changement climatique, entre ce qu'on appelle d'un côté l'adaptation et de l'autre la mitigation ou la réduction du risque. La réduction du risque, la mitigation, c'est tous les efforts que nous faisons pour limiter la hausse des températures, c'est-à-dire les transitions vers des économies bas carbone.
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc tout ce qu'il faut faire pour que les trajectoires 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés soient les plus vivables possibles. Et ça, c'est évidemment très différent des dépenses qui sont engagées pour s'adapter au changement climatique, c'est-à-dire être plus résilient face à des événements qui vont s'imposer à nous. Ces deux types de réponses aux défis que nous pose le changement climatique ont toutes les deux des conséquences budgétaires massives. Il est donc assez probable, pour ne pas dire quasi certain, que les autorités publiques confrontées à des tensions budgétaires fortes ou à des contraintes budgétaires fortes soient amenées à faire des choix. Et ces choix ont des implications critiques sur le type de demande ou les types de produits, les types de services qui vont vous être demandés. D'un point de vue politique, je crois que c'est assez simple de comprendre qu'il est beaucoup plus vendable de proposer des efforts d'adaptation que des efforts sur la transition climatique. La transition, comme je l'ai dit, le risk mitigation du changement climatique, ça implique un jeu coopératif et les effets sont à très long terme. Deux incertitudes pour le commun des mortels et en tout cas pour les lecteurs. Alors que les dépenses d'adaptation, c'est on s'intéresse à vous, on dépense pour vous protéger. Et inutile de vous dire que dans les systèmes démocratiques, le choix entre ces deux types de réponses au changement climatique risque malheureusement d'être plutôt vers les dépenses d'adaptation, une réponse à court terme à des dangers de court terme pour votre population, par rapport aux dépenses nécessaires ou à l'effort nécessaire pour s'engager dans le processus de réduction des gaz à effet de serre, qui, elles, demandent un effort coopératif, donc incertain, avec des effets à long terme, donc incertains, ou comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc, là, également, quelque chose qui est particulier et qui, pour vous, a beaucoup d'implications, parce qu'encore une fois, les types de demandes que suggèrent ces deux réponses au changement climatique sont radicalement différentes. Pour le risk mitigation, pour la transition, c'est la sortie la plus rapide possible des énergies fossiles, c'est le passage d'une agriculture à une agriculture plus sobre, etc. L'adaptation, non, c'est des infrastructures permettant de mieux gérer la hausse des températures, de mieux gérer les précipitations, de mieux gérer les crues, etc. Alors, deux illustrations là-dessus. Alors, vous me pardonnerez, étant le fondateur d'un groupe de recherche, j'utilise nos résultats, alors pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que j'y ai accès facilement, et puis parce qu'il m'est plus facile de les justifier ou de les expliquer que les mesures des autres. Je fais l'hypothèse, pour un court instant, que vous faites confiance à nos méthodes, et donc je ne rentre pas dans le détail des outils et des méthodologies que nous mettons en place chez TAC Economics pour arriver à ces mesures. Alors, sur la gauche de l'écran, vous avez une mesure de 0 à 100. Alors 0, c'est la situation la meilleure, 100, c'est la situation la pire, sur les deux types de risques, ou deux grands types de risques que j'ai évoqués. Les éléments de transition, c'est-à-dire à quel point un pays est aujourd'hui dépendant aux énergies carbone, et donc à quel point le mouvement vers une économie bas carbone va être difficile ou coûteux ou demander des efforts. Et puis par ailleurs, les risques physiques qui, eux, sont beaucoup plus liés aux catastrophes naturelles et donc à ces événements extrêmes. Et donc, je ne vais pas vous commenter chaque pays, je veux simplement illustrer deux choses. La première, c'est que vous avez en Asie un nombre considérable de pays, donc là j'ai mis une liste de pays, à la fois économie mature, économie en développement, et vous voyez que très peu ont une exposition au risque physique, c'est-à-dire au risque de destruction d'actifs, qui est faible. Ça veut dire que tous les pays de la région vont connaître, dans les 10 ans qui viennent, des épisodes répétés dans lesquels on va avoir, que ce soit en logement, en infrastructure de transport, génération électrique, you name it, you have it, on va avoir des problèmes de protection, de reconstruction, de destruction d'actifs. Et puis, vous voyez que sur la partie risque de transition, sans surprise, vous avez les pays, ça a été évoqué ce matin, qui sont encore avec des générations électriques carbonées très importantes et qui, eux, vont devoir, en quelque sorte, s'engager, au fond, même avec des arbitrages différents sur les budgets, vont devoir s'engager dans des investissements substantiels de transformation à la fois des modalités de génération électrique, les réseaux, les smart grids, etc.
Sur le graphique de droite, je confronte deux éléments particuliers, la mesure du risque chronique sur la même échelle, 0, le risque chronique est faible, 100, le risque chronique est très élevé, avec les efforts d'adaptation qui ont déjà été mis en place. Alors, lorsque vous êtes vers 100, c'est qu'il y a eu très peu d'efforts d'adaptation, c'est-à-dire le risque lié à l'inadaptation est très élevé. Les pays qui sont sur la gauche du graphique, la Corée, Hong Kong, Singapour, l'Australie, d'une certaine façon le Japon, ont déjà engagé, sont déjà dans une situation dans laquelle leur capacité à s'adapter aux événements extrêmes est renforcée, a été développée, et donc, non pas qu'ils soient complètement protégés, mais en tout cas, il y a déjà de façon très explicite des dépenses d'adaptation, des efforts d'adaptation considérables, et je dirais tant mieux, puisque vous voyez que pour 3 d'entre eux au moins, ils sont très sujets, soumis à ce risque chronique. Et donc, dans cet ensemble ici, excusez-moi, je me trompe de bouton, vous avez un groupe de pays que vous voyez en haut à droite, qui sont les pays les plus sujets au risque chronique et qui, pour le moment, ont fait le moins d'efforts d'adaptation. Alors, ce n'est pas faire œuvre de cynisme excessif que de dire que ce sont des marchés extrêmement prometteurs pour tout ce qui va concerner précisément la façon dont on peut, à des degrés divers, protéger les populations contre les effets inévitables du changement climatique. Et donc, que ce soit protection des logements, protection des infrastructures de transport, etc. Donc là aussi, je le lis à la fois comme vecteur de risque, mais également comme l'expression sous-jacente d'une demande qui va véritablement exploser dans ces pays. Deuxième changement majeur, la géopolitique. Donc là, bien sûr, je ne reviens pas sur l'excellente table ronde, et ce n'est pas un compliment de convenance, l'excellente table ronde de ce matin qui était particulièrement riche. Alors, nous exprimons en grande partie des mêmes choses, mais avec notre vocabulaire. On définit l'organisation du monde autour de ce terme un peu prétentieux, un monde multipolaire hiérarchisé, c'est-à-dire un monde dans lequel il y a bien plusieurs pôles, mais les pôles ne sont pas égaux. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, ça fait référence à l'histoire féodale ou post-féodale française, où le roi ne contrôlait pas tout le territoire, mais enfin c'était le primus inter pares, et il s'appuyait sur des puissances secondaires, les ducs, etc., pour asseoir son pouvoir. Mais les ducs profitaient notamment des tensions entre le roi d'Angleterre et le roi de France, par exemple, pour monnayer leur position, leur influence, et surtout pour obtenir du roi qu'il leur laisse les rênes franches sur leur propre territoire. Au fond, c'est un peu la même chose aujourd'hui dans l'organisation du monde. Vous avez bien sûr les deux puissances de rang 1, États-Unis et Chine, mais vous avez une bonne dizaine de pays qui sont des puissances que j'appelle de rang 2, sans qu'il y ait évidemment rien de péjoratif, c'est-à-dire que ce sont des puissances qui n'ont pas les attributs complets de la puissance mondiale, mais qui en ont certains, et qui entendent utiliser ces attributs pour à la fois accroître leur influence régionale et arbitrer ou extraire des concessions de l'un ou l'autre des puissances dominantes. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un monde multipolaire hiérarchisé. Alors là encore, je raccourcis l'analyse. Nous tirons deux conséquences principales comme économistes de cette structure du monde multipolaire hiérarchisé. Un, c'est que malheureusement, le risque de confrontation violente augmente. Quand vous n'avez pas de gendarmes, ça a été évoqué ce matin, quand vous n'avez pas de gendarmes crédibles ou quand deux gendarmes se disputent l'influence sur le monde, ça ouvre la porte ou ça ouvre la voie à beaucoup d'initiatives, et notamment dans ces influences régionales diverses. Si je prends l'exemple du Moyen-Orient, pour ne pas toucher tout de suite sur la zone asiatique pour laquelle j'ai deux graphiques tout à l'heure, vous avez plusieurs puissances régionales, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, plus l'Union européenne, plus la Russie, plus l'Inde. Tout ça fait beaucoup de crocodiles dans le marigot, et donc ça veut dire que malheureusement, les tensions ou les risques de confrontation durable dans cette zone, ces risques sont élevés. Et donc on peut dire qu'une des conséquences de cette structure multipolaire hiérarchisée, c'est d'avoir des occurrences de tensions disruptives qui seront très fortes, avec pour vous, bien sûr, des implications majeures immédiates sur les chaînes d'approvisionnement. Parce que qui dit multiplication des conflits dit perturbation majeure
dans les chaînes de transport et dans les chaînes d'approvisionnement international. Et puis, dans cette structure multipolaire hiérarchique et donc dans cette conflictualité plus élevée, ça a été là encore rappelé de façon tout à fait claire ce matin, le commerce et la technologie sont des instruments de la confrontation, sont des outils de la confrontation. Donc punir par le commerce, interdire l'accès aux technologies ou diffuser à ses alliés de la technologie deviennent des éléments clés dans cette structure multipolaire. La deuxième conséquence, c'est ce qu'on appelle le risque de fragmentation du commerce mondial. Alors, certains disent bipolarisation, peut-être. Ce qui est sûr, et bien sûr, l'élection de Donald Trump vient nous rappeler le type de danger, le type d'incertitude qui nous attend en matière tarifaire, en matière non tarifaire et en matière de sanctions ou de contrôle sur la diffusion des technologies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un scénario de fragmentation, c'est-à-dire au fond le cheminement inverse de ce que nous avons fait depuis, on peut dire, les périodes pré-OMC, c'est-à-dire la fin des années 80, début des années 90, je rappelle 1995, la création de l'OMC, le mouvement de globalisation, certains diront excessif, que nous avons connu entre la fin des années 70 et la crise financière globale, pour faire simple, ces flux de plus en plus libéralisés de commerce, de technologie, de capital, ces flux vont être contraints. Capital, technologie et commerce. Et que le type de contrainte va être extrêmement différencié selon les alliances, selon les proximités idéologiques ou politiques dans ce monde, encore une fois, multipolaire. Et puis, dans ce scénario de fragmentation, je n'oublie pas ce qui a été de nouveau évoqué ce matin, c'est-à-dire la réflexion sur l'autonomie stratégique. Alors, quoi qu'on en dise, quel que soit l'habillage qu'on met sur cette notion, elle veut dire un affaiblissement des règles concurrentielles internationales, elle veut dire des choix de duplication de capacités de production pour répondre à des objectifs plutôt politiques et au détriment, on pourrait dire, d'une certaine efficience économique. Et donc on aura en particulier des priorités données aux industries de défense, ça a été très très clairement dit ce matin, et tout ce qui sont les industries considérées comme critiques, et là chacun a sa définition. Ça va de l'alimentaire, la santé, les biens industriels clés. Donc, lorsqu'on fait finalement la liste de tous les biens qu'on considère comme stratégiques, on a sans doute la moitié ou les 2/3 de l'activité économique. Donc, tout ça, dans ce scénario multipolaire, ce sont des choses qui créent de l'incertitude pour demain. Alors, deux illustrations à nouveau, avec nos outils de nouveau, si vous me pardonnez. La carte qui est à gauche, donc la carte de l'Asie, c'est une mesure que nous avons construite récemment dans le cadre d'un projet pour mesurer de façon numérique, détaillée, la sensibilité de chacun des pays du monde, on fait ça sur 160 pays, aux transformations géopolitiques en cours. Alors quand on dit sensibilité, on ne dit pas ça va aller mieux ou ça va aller moins bien, on dit est-ce que les pays y sont sensibles? C'est-à-dire est-ce que finalement on va s'intéresser à eux dans le nouveau jeu géopolitique mondial ou est-ce que tout le monde s'en fiche? Et à l'intérieur de cet indicateur, on a construit quelque chose qui a été évoqué ce matin. Donc là, je vous livre une version numérique. C'est le sentiment anti-occidental. On a évoqué ce matin cette question du Global South, le Sud global. Je caricature un peu, vous me le pardonnerez. Il n'y a rien de global dans le Sud, à part l'entretien, y compris volontaire par nos amis, si je puis dire, russes ou chinois, d'un sentiment anti-occidental, qui se nourrit bien sûr de l'histoire coloniale, de l'impérialisme prédateur des pays occidentaux pendant 50 ans. Et donc, ce sentiment anti-occidental est un élément critique pour vous, entrepreneurs. Parce que, bien sûr, ça veut dire que la perception des consommateurs, la perception des agents économiques de chacun des pays va être progressivement teintée de ce prisme anti-occidental. Là encore, pour donner l'exemple d'autres régions, en Afrique subsaharienne, on le voit tous les jours. Ici, donc, vous avez sur cette carte, avec une gradation en 10 couleurs,
en 9 couleurs. Le sentiment anti-occidental, lorsque c'est du rouge très foncé, c'est très anti-occidental. Lorsque c'est du bleu foncé, c'est très pro-occidental, on peut dire très proche des nations occidentales. Alors je ne vais pas vous la décrire en détail. D'ailleurs, je le dis pour nos organisateurs, les slides seront disponibles pour chacun si vous les souhaitez. Donc je ne vais pas les donner, mais une lecture quand même. Le continent est plutôt rose-rouge. Hein, les tonalités de bleu, on voit évidemment l'Australie, le Japon et la Corée. No-brainer, comme on dit, hein, ce n'est pas une surprise. Mais dans le reste de l'Asie, vous avez une situation des Philippines, bien sûr, hein, l'accord de défense avec les États-Unis, mais pour le reste, vous voyez des déclinaisons de rose, du rose au rouge. Ça veut dire qu'il y a également ici, dans la zone asiatique, l'entretien, une naissance d'un sentiment, en quelque sorte, non pas de revanche, mais que l'heure de l'Occident est terminée. Que l'heure d'un monde dominé par des organisations, des monnaies, Maurice, vous l'avez très bien dit ce matin, qui viennent de chez nous, ce sentiment-là se dissipe, y compris ici. Et que donc ça crée chez les consommateurs, alors évidemment je généralise encore, ce sentiment peut-être que nous sommes les héritiers d'une période de prédation. Et que d'autres, qui sont tout aussi prédateurs que nous, n'ont pas cette image, ou en tout cas travaillent à la réduire ou à l'affaiblir. Et puis sur la droite, j'illustre un élément de cette question de fragmentation et de comment elle vous affecte ici en Asie. Ça a été répété plusieurs fois, y compris par Antoine Bondas ce matin, sur le fait que l'Asie n'a pas attendu ni l'élection de Donald Trump, ni les questions que nous nous posons sur la structure géopolitique du monde pour réorienter leur commerce. Et que vous voyez ici, c'est exprimé en pourcentage du PIB, les exportations de chacun des pays asiatiques vers l'Occident, hein, c'est-à-dire essentiellement US et Union européenne, versus l'Asie en rouge et les autres, le reste du monde, en gris. Et donc vous voyez alors évidemment des expositions au commerce extérieur extrêmement différentes. Il faut sans doute mettre à part le cas des deux cités-États, Hong Kong et Singapour. Mais vous voyez que dans cet ensemble-là, j'attire l'attention pour nos amis vietnamiens, c'est le Vietnam qui est en première ligne. C'est-à-dire que lui, il a fait moins de diversification de ses échanges vers le reste de l'Asie. Il est considéré par l'administration Trump, comme l'Inde d'ailleurs, comme un des vecteurs de contournement des restrictions posées aux échanges chinois. Et c'est en partie vrai, en tout cas dans le cas du Vietnam. Et donc, il a également, vous l'avez rappelé Maurice ce matin, un excédent commercial avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'il cache en gros toutes les cases pour être dans la cible, pour être une des cibles de Donald Trump. Et vous voyez qu'à part le Vietnam, la quasi-totalité des pays d'Asie ont un commerce extérieur très fortement dominé, ou concentré, ou organisé autour des autres pays asiatiques. Et ça, c'est une chance. C'est une chance pour vous qui opérez d'ici, et j'y reviendrai une minute dans mes conclusions. Troisième changement tectonique majeur, la vague de rupture technologique. Moi, je ne suis pas ingénieur, donc je vous mentionne ce qui est retenu par beaucoup d'experts comme les 4 grands domaines interdépendants qui vont modifier nos façons de consommer, nos façons de produire, nos façons d'échanger, nos façons de payer. Donc en gros, tout ce qui constitue le process dans lequel vous, entreprise, êtes engagé. Donc l'intelligence artificielle, auquel j'ajoute moi le quantum, l'informatique quantique, tout ce qui est Internet of Things, donc les objets connectés, et quand vous les combinez avec l'intelligence artificielle, donc avec tout ce que ça permet dans les éléments de production, hein, de contrôle qualité, etc. Vous avez également tout ce qui est la génomique, hein, et ce qu'on appelle le genetic engineering, l'ingénierie génétique, là aussi, c'est-à-dire à la fois les robots humanoïdes et les humains augmentés, hein, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'augmenter nos fonctions humaines, et puis enfin, partiellement lié aux défis climatiques, tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables, et je dirais en particulier de la capture carbone, qui est un élément central dans la bifurcation technologique face aux défis climatiques. Donc,
Un ensemble d'innovations dont on peut dire que c'est un petit peu l'équivalent de l'électricité ou de la vapeur à leur époque respective, c'est-à-dire qu'ils vont créer des disruptions partout. Et je reviens encore une fois, j'insiste sur une des conclusions de M. Emerlin hier, c'est-à-dire que nous devons être très attentifs au fait que nos concurrents ne nous attendent pas pour mettre en œuvre et dérouler de façon opérationnelle les résultats de ces innovations. Nous avons, pour des raisons justes ou pas, ça n'est pas mon propos, des préoccupations morales, éthiques, le sens de l'humain, qui au fond, en tout cas en Europe, créent non pas une résistance, mais un regard prudent, sceptique parfois sur ces vagues d'innovation. Et encore une fois, je ne porte aucun jugement sur ces visions-là. Je dis simplement que du point de vue concurrentiel, il faut comprendre que beaucoup de nos concurrents n'ont pas ce regard-là et considèrent au contraire ces ruptures technologiques comme une capacité formidable d'avancer, et y compris dans la question géopolitique, de combler finalement le retard avec les puissances dominantes. Là encore, deux illustrations très simples. Nous avons dans cette mesure de la sensibilité au risque géopolitique, le GPSI, c'est comme ça qu'on l'a appelé, nous avons également une mesure qui est une famille d'indicateurs qu'on appelle les verrous et les ressources critiques. C'est-à-dire on comprend bien qu'un pays qui dispose d'un verrou ou d'une ressource critique va être plus sensible aux changements technologiques parce qu'il va faire l'objet d'attention particulière des grandes puissances de ce monde. On peut le lire comme ça. Ici, je présente simplement un des indicateurs. Dans les ressources critiques, il y a le contrôle des technologies clés. Et donc ici, on a une mesure quantitative qui nous permet, là encore, je ne reviens pas sur le détail de la méthode, mais qui permet de dire à quel point un pays est en avance en matière de contrôle des technologies clés. Donc si on est à 100, c'est qu'on a un contrôle complet de toutes les technologies clés. Ce qui vous ferait d'ailleurs un candidat idéal aux tensions géopolitiques, parce qu'évidemment, si vous contrôlez l'ensemble des technologies dominantes, vous allez devenir un aimant pour des puissances qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et je veux dire que la France, ici, se situe autour de 40, pour donner un petit ordre de grandeur. Quand on met la France, c'est autour de 40. Ça veut dire que nous sommes considérablement en retard sur, par exemple, la Corée, même la Chine et le Japon. Sur un certain nombre de technologies critiques. Nous sommes, on peut dire, à parité avec des pays comme l'Inde, l'Australie, Singapour. Et donc, là, c'est un point très important, ça a été évoqué, mais je le répète avec force, l'Asie est un continent d'adaptation rapide des technologies les plus innovantes. Et évidemment, pour vous, entrepreneurs, ça crée des changements rapides de demande, mais aussi pas seulement de la demande, la façon dont les gens vont acheter. Ça n'est pas un hasard si les éléments de e-commerce sont dominants en Asie bien avant ce qu'ils sont en Europe. Donc, un ranking. Sur la droite, un graphique qui fait un lien facile, vous me direz, mais tout de même assez révélateur, un lien, une corrélation, comme on dit chez nous, entre une technologie, je dirais à la fois simple, mais sur laquelle l'Asie a énormément d'avance, qui est l'adoption des technologies mobiles de paiement. Donc, en bas, c'est une enquête. Combien de personnes ont utilisé soit un téléphone mobile, soit Internet, pour effectuer un paiement dans l'année passée? Et puis, sur l'axe des verticales, sur l'axe des ordonnées, j'ai juste un indicateur de productivité globale dans l'économie. Alors, première constatation, c'est qu'il y a un lien très fort entre l'adaptation rapide de technologies et la productivité. Là encore, j'enfonce une porte ouverte. Mais ça veut dire, là aussi, que du point de vue de la concurrence, lorsque les pays asiatiques sont plus rapides à adapter des technologies, ça veut dire aussi qu'ils seront plus rapides à engranger des gains de productivité, et donc ça veut dire aussi qu'ils seront des concurrents plus redoutables. Et puis, deuxième élément de commentaire sur ce graphique, c'est que vous avez deux groupes de pays, alors évidemment je simplifie, deux groupes de pays assez différents. Vous avez en haut à droite ceux qui sont déjà avec des technologies très avancées, ça correspond un peu aux pays qui contrôlent les technologies critiques sur la gauche. Donc cela, évidemment, il faut pouvoir suivre. Notre objectif à nous, entreprises européennes, c'est de pouvoir suivre. Et puis vous avez ceux qui sont en bas à gauche, qui sont ceux qui sont dans les étapes liminaires d'adoption de ces technologies, et c'est là où je crois il y a énormément de choses à faire, y compris pour nos entreprises. Alors, quatrième transformation majeure, et encore une fois,
on n'a pas de boule de cristal. Moi, je ne suis pas le responsable de la politique économique, ni française, ni européenne, et encore moins mondiale. Donc, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête de nos dirigeants. Par contre, je suis un observateur de l'économie mondiale. Lorsque j'ai commencé à travailler à la fin des années 70 et au début des années 80, nous étions dans un paradigme qui était complètement différent. Le directeur du Trésor français appelait les patrons des banques pour leur dire ce qu'ils devaient faire. Quel secteur, quel montant, etc. Et puis sont arrivées les années 80. Les années 80, il faut se rappeler, Thatcher, Reagan, etc. Donc, libéralisme, ça veut dire plus d'intervention de l'État dans l'économie, ou en tout cas moins, des règles de marché qui s'imposent, sauf exception, une neutralité monétaire, c'est-à-dire une politique monétaire dont l'objectif central, c'est le contrôle des prix, le contrôle de l'inflation, hein, c'est-à-dire une politique monétaire est faite, on le voit bien dans le cas de l'Europe, hein, puisque l'unique objectif de la Banque centrale européenne, c'est l'inflation. Unique objectif, donc politique monétaire définie par cet objectif quasi unique, et puis des politiques budgétaires dont le maître mot était orthodoxie, c'est-à-dire il faut être prudent, c'était l'époque des critères de Maastricht, hein, pas plus de 3% de déficit public, pas plus de 60% de dette publique rapportée au PIB. Ces trois éléments-là, évidemment, aujourd'hui sont morts. Pourquoi? Parce que les banques centrales partout dans le monde sont devenues les premiers détenteurs de titres financiers émis par leur propre gouvernement. La BCE est aujourd'hui le premier détenteur de titres obligataires émis par les souverains de la zone euro. La Réserve fédérale américaine est le premier détenteur de treasuries émis par le Trésor américain. Et donc, évidemment, on a mis en place, depuis la crise financière globale, des politiques dites non conventionnelles, ce qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel est leur effet. On augmente la taille de bilan. Vous avez vu que toutes les banques centrales commencent à flécher les financements. Si vous faites du financement vert, alors vous aurez un refinancement plus facile. Ça veut dire que l'objectif d'inflation dans tout ça, on ne sait plus très bien s'il est prioritaire, unique, parmi d'autres. Donc une confusion complète. Les politiques budgétaires, pas besoin de vous faire un dessin. Quasiment tous les pays, sauf les vertueux d'entre les vertueux, ont un ratio de dette publique sur PIB au-dessus de 100%, y compris les États-Unis, hein, émetteurs de la première monnaie, de la monnaie de réserve internationale, qui sont à des niveaux de 120% du PIB. Donc des niveaux dont, si nous étions sous les programmes FMI, comme le sont les pays émergents, on nous dirait ça ne va pas du tout, il faut réduire. Que nous promet Donald Trump? Plus de déficit public. Venant des républicains, traditionnellement considérés plutôt comme des austères sur le plan budgétaire, c'est évidemment un changement majeur de paradigme. Alors, le problème, c'est que le nouveau paradigme n'est pas défini. On semble encore s'accrocher à une histoire qui est déjà terminée. Et donc, quels seront les contours des politiques économiques, quelles seront les priorités que nos dirigeants vont mettre dans leur cocktail, si je puis dire, d'instruments de politique économique? Aujourd'hui, nous en savons très peu de choses. Alors, ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y aura plus d'interférences gouvernementales. Et ça, c'est lié aux éléments précédents. Le changement climatique, la géopolitique, les innovations, le contrôle technologique, tout ça crée évidemment des raisons assez solides pour nos administrations à être plus interventionnistes, à être plus, à faire ce qu'on appelle du micromanagement. Telle entreprise pourra faire ça, telle autre ne pourra pas le faire. Ou elle pourra le faire avec tel type de fournisseur, mais pas tels autres fournisseurs. Donc là aussi, deux illustrations très simples. Alors sur la gauche, c'est une prime de risque pays, c'est simplement pour répondre à une question très simple. Lorsqu'on a une très forte incertitude sur la direction de la politique économique, on sait, avec une forte confiance, que les pays qui sont fragiles avant vont avoir plus de problèmes à gérer l'après. C'est-à-dire des pays qui sont aujourd'hui dans des situations économiques et financières compliquées, vulnérables, fragiles, eux, la mise en place d'un nouveau paradigme de politique économique va être à la fois difficile et probablement coûteuse. Et donc, là, j'ai listé, pareil, les pays asiatiques avec une prime de risque qui est mesurée, juste pour l'intérêt, pourquoi on a des chiffres négatifs, qui est mesurée par rapport au risque US, au risque américain. Donc, on a, là encore, je ne vous le commande pas, un ranking. Sans surprise, vous avez quand même le Pakistan à l'extrémité du graphique de gauche de la slide, avec effectivement un risque pays extrêmement élevé. Pour vous donner une idée, la moyenne de l'ensemble des pays émergents que nous suivons, nous avons une prime de risque qui est autour de 500 points de base. Donc ça veut dire que si vous êtes au-dessus, vous avez des risques substantiels. Si vous êtes en dessous, vous êtes
en dessous de la moyenne des émergents. Et donc, là encore, je ne vous les commande pas, mais on a quand même 3 pays qui ont des situations plus compliquées, qui sont, est-ce une surprise, les 3 pays du sous-continent indien hors Inde. Le Sri Lanka, le Pakistan, le Bangladesh. Et puis à l'autre extrême, vous avez, je dirais, nos usual suspects en termes de risques économiques et financiers, Singapour, l'Australie, le Japon, Taïwan, la Corée, la Malaisie, pas sans intérêt quand même de regarder que, en tout cas dans nos mesures, la différence entre le risque malais, le risque pays de Malaisie et le risque pays Corée, pas très différent du risque Taïwan, etc. Risque économique et financier. Et puis, sur la droite, c'est un petit recensement qu'on fait avec des données publiées par un groupe de réflexion de l'Université de Saint-Gallen, en Suisse, qui recense l'ensemble des mesures restrictives ou libéralisatrices prises sur le commerce international. Et ça, c'est pour nous donner une espèce de flavor de ce qui sera au cœur du nouveau paradigme de politique économique, ces interventions plus systématiques dans des États, des gouvernements, dans le fonctionnement notamment du commerce mondial. Et vous voyez, en rouge, c'est les mesures de restriction au commerce, en vert, les mesures de libéralisation du commerce. Et donc, on a fait le calcul cumulé sur la période 2020 jusqu'à mai 2024. Et vous voyez qu'on a quand même, sur la partie gauche du graphique, alors l'Inde, et je ne suis pas sûr que ce soit une surprise, on a l'Inde, l'Australie, le Japon. J'arrive à la fin de mon exposé, c'est le rappel pour pas que je sois trop bavard. Donc vous avez ici des pays, là, tous ceux qui apparaissent sur la gauche du graphique, qui ont mis en place, dans les 4 dernières années, un nombre extrêmement élevé de mesures restrictives au commerce. Donc on voit bien que, alors que si vous aviez fait ce graphique juste avant la crise financière, on ne voyait personne, si je peux dire, on voyait les barres vertes et très peu de barres rouges. Là aujourd'hui, y compris dans la zone, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la Chine à cause des tensions stratégiques sino-américaines, c'est dans la zone, vous avez un nombre de pays importants qui ont commencé à mettre, ou qui ont mis de façon assez forte, mis en place des restrictions fortes au commerce. Alors, dernière plaque tectonique avant une conclusion simple, c'est le vieillissement de la population. Là encore, je ne veux pas utiliser de façon inutile des superlatifs qui sont parfois galvaudés, mais on n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité de la rapidité avec laquelle la population asiatique va vieillir. Et c'est évidemment très largement lié à la Chine. La Chine, tous les 5 ans, va avoir 150 millions de personnes passer au-dessus de 65 ans. Pour une population totale qui est stable, ça fait un vieillissement, encore une fois, inconnu. De même que la transition démographique précédente qui a permis à la Chine de rattraper en termes économiques et qui était très directement liée à l'implémentation d'une politique d'enfant unique extrêmement violente, violente. C'est ça qui a permis, un des ingrédients, pas le seul bien sûr, un des ingrédients qui a permis à la Chine de décoller. Malheureusement, c'est également le symétrique de cet ingrédient qui va créer le ralentissement inévitable et assez fort, à la fois de la croissance, mais surtout pour vous, une transformation majeure de la demande. Quel type de produits, quel type de services, quel type d'activités vont répondre à la demande d'une population dont le vieillissement va être très rapide. Il n'empêche que c'est quand même un continent dans lequel la population totale continue à croître et avec une situation très différente pour l'Asie du Sud, le sous-continent indien, du reste de l'Asie. Et puis je rappelle, ça a été évoqué ce matin, c'est que vous avez évidemment les 2 pays les plus peuplés de la planète dans la même zone géographique, la Chine et l'Inde. C'est-à-dire que aujourd'hui, les 2/3 de la population active, enfin de la population en âge de travail de la zone, sont concentrés dans ces 2 pays, Chine et Inde. Alors là encore, 2 illustrations très rapides. Le graphique de gauche, sur l'axe horizontal, vous avez le taux de croissance anticipé, donc ce sont des projections assez certaines sur la démographie, on a peu de risque de se tromper, sur le taux de croissance en pourcentage entre 2025, c'est-à-dire maintenant, et 2030, de la population qui est en âge 20 à 44 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que ce sont eux qui sont les moteurs de la dynamique de consommation des ménages. Parce que c'est l'âge dans lequel on s'équipe en biens durables, en logement, on s'endette pour acheter des biens, on a des enfants, tout ce que vous voulez. C'est l'âge pendant lequel la propension à consommer de la population est la plus forte.
Et donc, évidemment, ça, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, et vous voyez que les pays qui ont une progression positive, pardon, sur la partie droite du graphique, ici, tous les pays qui sont à droite, donc l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, Sri Lanka et Australie, pas forcément ce qu'on aurait dit de façon intuitive, sont des pays dans lesquels cette population qui est d'âge de 20 à 44 ans va continuer à progresser entre 2025 et 2030. Tous les pays qui sont à gauche vont avoir une baisse de cette population. C'est-à-dire une baisse en nombre absolu, hein, c'est ça que ça veut dire. Le nombre de gens de 20 à 44 ans en Thaïlande, à Taïwan, à Hong Kong, en Corée, en Chine bien sûr et au Vietnam va se réduire. Et puis sur l'axe vertical, on a le même calcul, variation en pourcentage de la population à 2030, mais là pour la population de plus de 60 ans. Alors vous voyez qu'il n'y a personne qui est en chiffre négatif là, hein, c'est-à-dire que tous les pays asiatiques, sans exception, vont avoir une hausse entre modeste et majeure de la population qui a plus de 60 ans. Alors évidemment, le cas de la Chine, on va voir une croissance de 20% de cette population, qui sont des centaines de millions de personnes, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est vrai aussi du Vietnam, c'est vrai aussi d'une certaine façon Corée, Thaïlande et Singapour. Donc là, encore une fois, la population dont la propension à consommer est de loin la plus dynamique et la plus forte, cette population va se rétrécir. Et puis sur la droite, le rappel de la répartition de la population active. Peut-être pour ceux qui auront une minute, je suggère de jeter un œil sur ce tableau qui est à droite de la slide, parce que c'est l'âge médian. L'âge médian, c'est-à-dire que vous avez 50% de la population qui est plus âgée et 50% de la population qui est plus jeune. Et j'ai mis ici la différence entre ce qui était en 2020, en 2000, et puis ce qu'on attend en 2030. Alors si vous regardez que la colonne de droite, vous voyez qu'au Japon, l'âge médian sera de 51 ans et demi. Ça veut dire que vous aurez 50% de la population japonaise qui sera plus âgée que 51 ans. Et puis, à Hong Kong, ce sera 50. Moi, j'attire l'attention plutôt sur la Chine, où on sera 43 ans. Ça veut dire que vous serez dans un pays de 1,4 milliard d'habitants, dans lequel 43% de cette population, dans lequel la moitié de la population sera au-dessus de 43 ans. Aux États-Unis, juste pour rappeler, aux États-Unis en 2030, l'âge médian sera de 39 ans. Il faut comprendre que les États-Unis en 2030 seront un pays plus jeune que la plupart des pays asiatiques. Alors, vous me direz, c'est grâce à l'immigration, et peut-être que Donald Trump va réussir à casser la dynamique démographique des États-Unis, mais en tout état de cause, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, quelques conclusions en 2 minutes. Je ne suis évidemment pas dans vos chaussures. Chaque secteur, chaque pays, chaque activité, chaque réseau de fournisseurs ou chaque réseau de distribution a ses caractéristiques propres. Moi, j'ai essayé de rassembler ce qu'un macroéconomiste pouvait dire sur 3 grandes catégories de demandes qui va vous être adressée, c'est-à-dire la demande des administrations, à quoi faut-il vous attendre comme demande publique, les marchés internationaux, à quoi faut-il vous attendre comme marchés internationaux, comme marché d'exportation, et puis quid du consommateur. Alors sur les administrations, il faut vous attendre, ça a été dit d'ailleurs de façon très intelligente ce matin, il va y avoir plus de dépenses publiques. Alors évidemment, c'est un problème pour la gestion de la dette publique, mais enfin, c'est de la demande pour vous. Donc plus de dépenses publiques sur les éléments de défense, ça c'est clair, plus de demandes publiques, mais aussi beaucoup plus de partenariats public-privé, un PPP, dans tout ce qui va toucher à la transition énergétique et à tout ce qui est gestion du changement climatique. Donc là, on a un champ extrêmement important de demandes nouvelles qui va être présent dans, je crois, à peu près tous les pays. Vous avez également des administrations qui vont être demandeuses de technologie, y compris pour les éléments de défense, y compris pour les éléments de surveillance, de contrôle. Et donc, vous avez là une volonté de rattrapage technologique, mais en même temps, et c'est important pour vous, une volonté de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas simplement leur vendre la technologie. Il faudra évidemment leur céder, les accompagner, les rendre opérationnels. On aura presque partout des contraintes sur les budgets, donc des arbitrages. Donc là aussi, ceux d'entre vous qui ont des contrats très importants avec les administrations publiques, il faut bien vous dire qu'un jour ou l'autre, on vous tordra le bras.
soit pour baisser vos prix, soit simplement parce qu'on renoncera à vos produits et à vos services. Et puis enfin, l'incertitude sur les outils de politique économique, mais vous devez vous attendre à plus d'interférences gouvernementales à peu près partout dans le monde, ici comme ailleurs, mais ici aussi. Sur les marchés internationaux, là encore, hein, si je reprends quelques-uns des éléments que j'ai partagés avec vous, vous allez être en permanence soumis à un risque de rupture d'approvisionnement. Qui d'entre nous peut dire si le président Xi Jinping va penser que la transition avec l'administration Trump crée une ouverture pour augmenter la pression sur Taïwan? Qui peut nous dire si on va avoir un blocage du détroit de Taïwan pendant 1 mois ou 2 mois au cours de l'année 2025? Moi, je ne peux pas vous le dire, en tout cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est plausible. On ne peut pas l'exclure. Et donc, vous devez intégrer dans vos réflexions de stratégie, dans vos réflexions opérationnelles, votre dépendance en termes de supply chain, votre dépendance pour acheminer vos produits, votre dépendance pour récupérer les inputs dont vous avez besoin dans vos processus de production. Et il faut savoir qu'il y aura donc des ruptures dans ces chaînes d'approvisionnement et qu'à chaque fois qu'on a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, on a un choc de volatilité sur les prix. Donc vous devez avoir des outils de gestion, des outils un peu de préparation au fait que vos chaînes de valeur peuvent être interrompues avec des coûts qui explosent. Ça a été évoqué au travers d'une question très pertinente ce matin sur le triplement des coûts du fret en quelques semaines ou en quelques mois. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième point, et là encore, ça a été répété, la partie la plus dynamique du commerce mondial dans le cadre de ces 5 changements tectoniques, c'est les éléments régionaux et les éléments sud-sud. Donc vous, entreprises françaises, vous devez réfléchir à votre labellisation d'entreprises du Sud, ceux qui sont implantés ici, par exemple, ceux qui sont implantés en Asie en général. Il faut, je crois, de façon croissante, voir l'Asie pas uniquement comme un marché pour vendre vos produits finis ou vous installer pour vendre sur le marché domestique, mais il faut imaginer qu'un certain nombre de flux internationaux vont être plus faciles si vous les faites entre le Sud et le Sud, entre ici et l'Amérique latine, entre ici et l'Afrique, entre ici et ici, si je puis dire, c'est-à-dire entre l'Inde et la Chine ou entre l'Inde et l'Australie. Donc là, il y a une vision un peu d'évolution stratégique pour les entreprises internationalisées, hein, qui avaient cette habitude, on plante nos drapeaux là où on a besoin de satisfaire le marché domestique, où on exporte là où on a besoin de satisfaire le marché domestique. Aujourd'hui, il faut voir l'Asie comme une plateforme plus robuste d'exportation mondiale et moins soumise aux conséquences de ces 5 ruptures que j'ai évoquées tout à l'heure. Enfin, dernier point, c'est que, je l'ai évoqué sur la question technologique, c'est que cette rapidité d'adaptation des technologies fait qu'on va avoir des chocs sur la concurrence. C'est-à-dire ceux, par exemple, qui vont adopter, mettre en œuvre des outils d'intelligence artificielle bien avant nous ou bien avant vous, ils vont avoir un avantage compétitif majeur. Nous avons une société sœur qui développe des outils d'intelligence artificielle pour optimiser la consommation de carburant d'une flotte de transporteurs. Évidemment, si vous avez une flotte de transporteurs qui est capable d'utiliser ces outils pour réduire de 20, 30 ou 40% ses coûts, vous vous trouvez tout à coup devant une entreprise qui, grâce à sa capacité à saisir l'innovation plus vite que vous, se retrouve avec un avantage concurrentiel qui vous est impossible de rattraper, en tout cas à court terme. Enfin, dernière chose sur le consommateur, un peu, comme on dit, du grain à moudre pour la table ronde qui suit, hein, sur l'évolution du consommateur en Asie, c'est qu'il y a ce vieillissement avec ce qu'on appelle, nous, le cycle de vie. Hein. C'est vrai qu'on ne consomme pas les mêmes choses quand on a plus de 60 ans ou quand on a 40 ans. Et donc, ce déplacement démographique, il implique des transformations majeures sur le type de service, le type de produits qui vont vous être demandés. Je pense qu'il faut considérer également, compte tenu de ce que j'ai évoqué sur le changement climatique, qu'il va y avoir des demandes croissantes exprimées par le consommateur lui-même, c'est-à-dire par les populations, pour se protéger eux-mêmes contre les aléas, notamment climatiques. Comment fait-on pour assurer la sécurité de sa maison en cas d'inondation? Comment fait-on pour renforcer la capacité à se transporter dans des conditions faciles lorsque les intempéries sont maximales, etc. Donc là aussi, tout ce qui tourne autour du logement, tout ce qui tourne autour du transport,
tout ce qui tourne autour de l'alimentation, tout ça va être affecté par un comportement des consommateurs qui va vouloir lui-même se rendre plus résilient face à ces évolutions climatiques, en particulier les changements chroniques. Et puis enfin, j'insiste sur le fait que, après avoir fait un rattrapage en termes de PIB, ça a été évoqué ce matin, après aujourd'hui dans un rapport de rivalité géopolitique, le Sud entend également avoir ses propres marques. Et que ce qu'on voit comme dans le sentiment anti-occidental, ou ce qu'on pourrait dire d'un autre côté le sentiment national, qui dans tous les pays est aujourd'hui attisé, encouragé, hein, eh bien, ça crée un comportement vis-à-vis des marques qui est un comportement nouveau et vis-à-vis duquel on doit aujourd'hui non pas se protéger, mais au moins sur lequel on doit réfléchir, car les préférences et ce qui était associé auparavant aux grandes marques occidentales pourrait devenir, ou dans certains cas devient aujourd'hui, non pas un handicap, ce serait excessif, mais n'est plus l'atout en tout cas qu'il était. Et vous avez, alors c'est très clair avec les Chinese brands, vous avez une volonté de développement des marques spécifiquement asiatiques qui est très forte et qui nous pose à nous, qui avons beaucoup compté sur la résonance de nos marques, un défi majeur. Écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre patience. J'espère que ce grain à moudre va alimenter à la fois vos réflexions et bien sûr la table ronde suivante à qui je cède la place. Merci beaucoup.